Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence de Monsieur Paul Watson et Madame Lamia Essemlali. Nous allons, dans quelques instants, laisser la parole à Monsieur Arnaud Deslandes, maire de Lille. Bien. Bonjour d'abord à toutes et à tous, et surtout bonjour à vous, cher Paul Watson, cher Lamia Essemlali, qui nous faites tous les deux l'honneur d'être ici aujourd'hui. Je suis entouré de nombreux élus du conseil municipal de Lille. Je voudrais d'abord quand même saluer Christelle Libert, conseillère municipale en charge notamment du bien-être animal. Qui est dans le fond de la salle, mais à qui nous devons cette journée aujourd'hui. Donc je souhaite vraiment la mettre à l'honneur. Saluer notre sénatrice et élue municipale Audrey-Aline Quenel, le maire de l'Homme, Olivier Carremel, le maire d'Helem, donc je retourne dans l'autre sens, Franck Gerby, l'ensemble des élus du conseil municipal et des élus des conseils communaux de l'Homme et d'Helem. Ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer, ça ferait traîner le discours. Je veux simplement vous dire qu'on est vraiment heureux que vous ayez accepté notre invitation pour cette 5e édition de Tous Ensemble pour le bien-être animal. La protection animale est au cœur de cet événement, bien sûr, et aussi au cœur des actions que nous avons menées au cours de ces dernières années, avec le but de sensibiliser sur ces enjeux, de faire connaître les initiatives des associations et, pourquoi pas, susciter l'envie de s'engager. Cet événement aujourd'hui est un moment fédérateur qui a vocation à faire progresser la réflexion, bien sûr, et c'est surtout un moment qui interroge sur la place qui est la nôtre, la place du vivant dans notre société. Pour cette édition 2025, nous avons mis la protection des océans au cœur de la programmation. En résonance avec la conférence des Nations Unies sur l'océan que la France a accueillie en juin à Nice, les enjeux sur la préservation s'invitent jusqu'à nous, même si on pourrait dire à Lille, ça nous concerne moins, pourtant, bien sûr, nous sommes autant concernés que les autres. Il nous a semblé que cette opportunité, aujourd'hui, était de pouvoir parler de ce sujet et qu'il fallait dire qu'il est encore trop méconnu. Alors pourquoi parler des océans, notamment ici à Lille, vous me direz? Leur préservation nous concerne tous, tant ils jouent un rôle majeur de régulation sur le climat à l'échelle de la planète. Vous deux, nos deux invités d'honneur, vous diront mieux que moi, évidemment, que si l'océan meurt, l'humanité meurt. Son avenir est aujourd'hui menacé par les activités humaines. Il est donc urgent de mieux les faire connaître pour mieux les protéger. Les protéger, c'est nous alerter sur les destructions qui sont en cours et qui ne font que s'accélérer au fil des années. Et c'est ce que vous faites, vous, cher Paul Watson, au quotidien depuis plus de 50 ans. Vous avez été un lanceur d'alerte, un précurseur pour nous dire le risque que nous faisons courir à notre planète, particulièrement en s'en prenant au monde des océans. Et c'est ce que vous faites, bien sûr, à ses côtés également. Cher Lamia Essemlali, vous qui l'avez rejoint dans l'antenne française de Sea Shepherd, si je ne dis pas de bêtises, en 2006. Vous portez donc tous les deux ce combat ensemble et cette alerte que nous écoutons et que nous entendons aujourd'hui. Et cette action est primordiale parce qu'elle est à la fois une action de protection de la biodiversité marine, mais je l'ai dit, de lanceur d'alerte, et que nous voulons aujourd'hui saluer en vous remettant la médaille d'or de la ville de Lille. L'océan, c'est le combat de votre vie, et je veux souligner la force de votre engagement. Vous n'hésitez pas à vous mettre directement en travers de la route des baleiniers, par exemple, pour sauver ces mammifères exceptionnels et indispensables aux équilibres des océans. Chacun a vu les images, je n'y reviens pas. Et vous forcez à faire respecter les règles internationales sur la pêche que ces baleiniers se permettent de bafouer en toute impunité. Évidemment, les baleiniers voient d'un très mauvais œil, bien sûr, vos actions et cherchent à vous en faire payer le prix fort. C'est ce qu'ils étaient proches de réussir lors de votre arrestation l'année dernière. Cette privation de liberté est injustifiable et nous a tous ici profondément choqués. En vous remettant la médaille de la ville, nous voulons aussi réaffirmer tout notre soutien à vous, cher Paul Watson. Et avec vous, assurer à tous les lanceurs d'alerte, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, à toutes celles et à tous ceux qui s'engagent pour préserver la planète, que nous sommes derrière eux. Votre arrestation a donné lieu à une mobilisation large, à travers le monde, ici même aussi à Lille. À Lille, nous n'avons pas été en reste, nous avons en effet eu beaucoup de manifestations citoyennes répétées. Et de nombreux Lillois nous ont écrit régulièrement pour manifester aussi leur indignation.
La ville de Lille s'est mobilisée sur un positionnement clair. Les élus du conseil municipal ont unanimement, sur tous les bancs, de la majorité comme de l'opposition, demandé votre libération et l'abandon de l'ensemble des poursuites à votre encontre. Aujourd'hui, vous êtes libre et nous nous en réjouissons. Interpol a même fini par vous retirer de sa liste rouge, reconnaissant enfin que vous n'aviez rien à y faire. Nous avons soutenu votre demande d'asile politique en France et nous continuerons à le faire. Nous défendons l'idée que la France s'honorerait à vous apporter sa protection dans la continuité du rôle diplomatique qu'elle a joué pour exiger votre libération. C'est cela aussi que la remise de la médaille d'or de la ville signifie. Nous réaffirmons l'exigence du respect des droits de l'homme et des libertés pour tous, et notamment pour vous, les lanceurs d'alerte qui, à votre image, ont été à maintes fois et à maintes reprises instrumentalisés. Nous réaffirmons que l'île sera toujours là pour les défenseurs de l'environnement. Avec cette médaille, nous célébrons votre combat à tous les deux, votre engagement sans faille pour préserver la biodiversité marine, aujourd'hui largement menacée et pourtant si précieuse. Je veux également avoir un mot particulier pour vous, chère Lamia Essemlali. En tant que présidente de Sea Shepherd France, vous incarnez et vous poursuivez en actes le combat qu'a initié Paul Watson. Et c'est donc pour nous une grande fierté de voir une femme si courageuse porter ce combat dans les eaux internationales, mais aussi de transmettre avec cœur et attachement ce combat pour le vivant. Pour la France, qui est une grande nation bleue, comme on dit, avec le deuxième espace maritime du monde, c'est particulièrement précieux d'avoir une antenne française de Sea Shepherd aussi active et de porter aussi fort votre voix. Nous avons donc une responsabilité forte à partager dans la protection des océans et vous êtes là pour le rappeler. Avec cette médaille de la ville de Lille, nous vous témoignons toute notre reconnaissance à l'un comme à l'autre pour votre combat en faveur des océans. Et nous faisons le vœu qu'à force de sensibilisation et de détermination, nous arriverons à protéger la beauté et la richesse de ce bien qui nous est à ce point vital. Nous réaffirmons le soutien qu'apporteront toujours les Lillois à celles et ceux qui ont le courage de s'engager pour des causes justes. Et un grand merci à l'un et à l'autre pour ce combat et je suis très heureux de vous remettre cette médaille. Bonjour à tout le monde. Bienvenue donc dans cet auditorium de Ratechnologie. Merci à la ville de Lille pour son organisation, y compris à toutes les équipes qui vont nous aider à faire de ce temps un temps de débat intéressant. Petite introduction sur le déroulement de notre temps. Alors moi, je m'appelle Laurent et je serai le garant du bon déroulement effectivement de notre intervention, et notamment le fait qu'un maximum de personnes puissent intervenir. C'est pour cela qu'on vous a distribué à l'entrée des post-it. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez solliciter Magali, Agnès et David. Agnès et David, Magali, sont-ils là? Voilà. Vous pouvez les solliciter si vous n'avez pas assez de post-it. Et donc sur ces post-it, vous avez 3 couleurs. Une couleur rouge pour être en réaction à ce qui va être dit par Paul et Lamia. Un post-it qui est plutôt de l'ordre des questions, donc sa couleur sera jaune. Et un post-it vert pour une proposition éventuelle, alors une proposition à Paul et Lamia ou une proposition à la ville de Lille aussi. Le but aussi de ces rencontres, c'est de pouvoir proposer, pas seulement réagir, mais aussi proposer peut-être des choses que vous avez des envies de s'engager, comme monsieur le maire vient de le dire. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez solliciter ces post-it, à n'importe quel moment, vous pouvez les remplir. Vous les transmettez donc à Magali, Agnès et David. Et tout à l'heure, au moment des questions et des réactions,
Magali va les récupérer, les organiser sur ce paperboard. L'objectif, c'est plus de rassembler et elle va communiquer effectivement vos questions, vos réactions, vos propositions. Pourquoi ce type de méthode? C'est parce que ça permet vraiment à tout à chacun et à tout le monde de pouvoir réagir d'une certaine manière pour éviter, puisqu'on aura 20 minutes et encore plutôt 15 minutes, vu les délais, pour ne pas pénaliser aussi les autres temps de cette journée. Donc on a 15 minutes, ce serait dommage de passer seulement 2 ou 3 questions sur ces 15 minutes. Donc là, vraiment, on va essayer d'être le plus exhaustif possible. C'est ça aussi la participation. Sur les interventions, donc, on aura à peu près une quarantaine de minutes avec Paul et Lamia, où on reviendra sur les origines de Sea Shepherd. C'est toujours intéressant aussi de revisiter le pourquoi cette organisation s'est créée. La création de l'antenne française, comme ça a été dit dans les années 2000, surtout la philosophie qui anime Sea Shepherd, et on sait que c'est une philosophie où il faut la rappeler, la réexpliquer. Il y a un besoin d'explications, il y a des débats, parfois des polémiques malheureusement, mais c'est intéressant, ça permet de réaffirmer aussi les fondamentaux de l'ONG. Et puis les combats actuels aussi, parce que c'est important de revenir sur ce qui est fait concrètement et quels sont les enjeux pour aujourd'hui et pour demain. Comme je l'ai dit, ce temps d'une quarantaine de minutes sera suivi d'échanges pendant une bonne vingtaine de minutes. Et ensuite, à 16h, nous arrêterons ici notre temps de discussion. Il y aura une présentation du documentaire Rorcal, donc un film du WWF. Donc, ce qui était prévu, c'était que Jean Burkhardt puisse être présent. Malheureusement, il a eu un décès dans sa famille, donc il n'a pas pu être présent ici, mais il y a des gens du WWF qui sont dans la salle, j'imagine, qui pourront intervenir si vous avez des questions à la suite du documentaire qui dure 42 minutes. Parallèlement à ça, vous avez le village que vous avez vu. Il y a un stand de Sea Shepherd et Paul et Lamia seront présents sur ce stand. Donc si vous avez vraiment envie d'avoir un contact direct et réagir, poser des questions, etc., ils seront à votre disposition sur le stand. Ça va pour tout le monde sur le déroulé? OK. Eh bien, sans plus attendre, je commence. Bonjour, parce qu'on ne s'est pas vu juste avant. Est-ce que vous pouvez, Lamia, Paul, est-ce que vous pouvez nous rappeler les origines de Sea Shepherd? Pourquoi s'est créé finalement Sea Shepherd? So I'm going to translate for you. He's asking both of us the origins of Sea Shepherd and why Sea Shepherd was created. Maybe you can start with that. In 1977, I created Sea Shepherd because I felt there was a need for a new approach. Donc, en 1977, j'ai créé Sea Shepherd parce que je pensais qu'on avait besoin d'une nouvelle approche. And the strategy that I developed, I called aggressive nonviolence. Et la stratégie que j'ai développée, je l'appelle l'agressivité non violente. That means to aggressively intervene, but to not cause injury. Ça veut dire intervenir de manière agressive, mais ne jamais blesser personne. And over the last 50 years, we've never caused a single injury. Et au cours des 50 dernières années, on n'a jamais blessé personne. We've never been convicted of a crime. On n'a jamais été condamné pour un quelconque crime. But we have shut down hundreds of illegal activities. On a permis de mettre un terme à des centaines d'activités illégales. I think the best way to describe what aggressive nonviolence is to relate a small story. Je pense que la meilleure façon de vous expliquer c'est quoi l'agressivité non violente, c'est que je vous raconte une petite anecdote. In 1985, I was approached by 2 Tibetan monks. En 1985, il y a 2 moines tibétains qui sont venus à bord de mon bateau. And they gave me a little statue, which they said was they've been asked to put it up on the mast of our ship. Et ils m'ont donné une petite statue et ils m'ont dit qu'il fallait que je la mette sur le mât de mon bateau. And they said it would give protection. Ils m'ont dit que ça protégerait le navire. I don't know about that, but I said, okay, if 2 Tibetan monks are going to ask me to do that, I'll do it. Bon, je n'étais pas spécialement convaincue, mais je me suis dit, bon, il y a 2 moines tibétains qui me demandent de le faire, je le fais. And then 3 years later, I had the opportunity to meet with and speak with the Dalai Lama. Et 3 ans plus tard, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le Dalai Lama. And I found out that he had sent that to me. Et là, j'ai appris que c'est lui qui me l'avait fait envoyer. And I showed him a picture of it, and I said, what is this? Et je lui ai montré une photo et je lui ai demandé, en fait, qu'est-ce que c'est? And he says it's called Hayagriva. Il m'a dit, ça s'appelle Hayagriva. And I said, and what does that mean? Et qu'est-ce que ça veut dire? He says it's the compassionate aspect of the wrath of the Buddha. Il m'a dit, c'est l'aspect compassionnel de la rage de Bouddha. And I said, and what does that mean? Et j'ai dit, et c'est-à-dire?
And he said, you never want to hurt anybody. Il m'a dit, ça veut dire que vous voulez jamais blesser personne, But when they cannot see enlightenment, mais quand ils veulent pas voir la lumière, scare the hell out of them until they do. vous leur foutez les jetons jusqu'à ce qu'ils la voient. So he understood aggressive Il avait nonviolence complètement compris ce qu'est l'agressivité non violente. and gave me a letter of support. Et il m'a donné une lettre de soutien. Vous voulez que je parle de... En France, si je dois faire la version française de la naissance de Sea Shepherd. Oui, parce que finalement Sea Shepherd en France naît avec un délai assez important par rapport à la création de l'organisation en nationale. 2006. En 2006, c'est ça, donc 20 ans l'année prochaine. Je fais une version rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sea Shepherd France est né finalement quand je suis rentrée d'Antarctique, ma première mission en Antarctique, donc c'était l'hiver précédent, en 2005, suite à ma rencontre avec Paul. Donc il était de passage à Paris et il a tenu une petite conférence. On était une trentaine dans la salle, il n'avait même pas d'interprète. Mais ce jour-là, j'ai entendu un discours qui a fait écho dans mon cœur, qui a vraiment résonné avec des choses que je ressentais mais que j'avais jamais entendues mise en mots de manière aussi efficace, qui est finalement le fait que nous faisons partie du vivant, que cette suprématie, cette domination de l'humanité, elle n'est pas Naturelle. elle est pas rationnelle et elle est dangereuse. Et en même temps, avec cette philosophie qui finalement replaçait la vie au centre, il y avait aussi l'action qui allait avec. Et donc, moi, ça m'a énormément touchée. Donc, je suis allée le voir à la fin de sa conférence et je lui ai dit comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre dans ce combat. Et à l'époque, Sea Shepherd avait un seul petit bateau. Il fallait lever des fonds pendant des mois et des mois pour faire une campagne. Il m'a dit, si tu es prête à risquer ta vie pour sauver une baleine, tu peux postuler. Et j'avais jamais vu de baleine de ma vie. Mais pour moi, la réponse, elle était évidente, étonnamment. Voilà. Donc j'ai rejoint le bateau quelques mois après. Et en Antarctique, j'ai été confrontée justement à cette question. Est-ce que tu es prête vraiment à risquer ta vie pour sauver une baleine? Parce que c'est quelque chose de le dire quand on est à Paris. On a beau y croire. Après, il y a l'épreuve du réel. Et ça a été extrêmement formateur. Je ne vais pas revenir sur cette histoire parce qu'on n'aura pas le temps. Mais j'ai eu le baptême du feu en Antarctique où la question s'est vraiment posée et où j'ai eu une réponse qui m'a accompagnée pour le reste de ma vie avec cette conviction que oui, je suis prête à risquer ma vie pour une baleine et je n'ai aucun regret à être dans une position où c'est peut-être le dernier jour, mais je sais que je suis à la place où je dois être. Et donc ça a été un élément déclencheur, aussi parce que quand on était en Antarctique, ce qui m'a énormément choquée, c'est que nous étions 45 à bord de ce vieux bateau de 50 ans d'âge, le Farley Mowat. On avait coupé le chauffage à bord du bateau pour essayer de grappiller une semaine de carburant en plus, pour rester le plus possible entre les baleiniers et les baleines. Et je me dis, mais on est dans un sanctuaire baleinier international. Il y a un moratoire international sur la chasse baleinière. Ces baleines, elles sont protégées. Et on est les seuls, ici, au bout du monde, à risquer nos vies pour sauver ces baleines. Ça m'a paru délirant. Et le fait que la campagne de chasse, elle dure 4 mois. Et on avait suffisamment de carburant pour 2 mois, même en coupant le chauffage. On dormait avec des bouillottes. C'est vous dire la détermination. Et au bout de 2 mois, on a dû rentrer. On a dû rentrer le cœur brisé parce que pendant 2 mois, les baleiniers étaient seuls face aux baleines parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour payer le carburant. Et donc en rentrant en France, on va fonder Sea Shepherd en France, on va lever des fonds, on va sensibiliser les gens sur ce qui se passe dans l'océan. Je sais que ça va rester complètement anecdotique, Sea Shepherd en France, parce que c'est pas du tout dans la mentalité française, SINASO anglo-saxonne. Donc je me dis, on va faire flipper tout le monde, ils vont nous prendre pour des extrémistes. Et, on peut quand même dire que vous êtes de droit français. Enfin, Sea Shepherd France, oui, c'est une association de loi de 1901. Autonome par rapport à Sea Shepherd, le mouvement. Mais si vous voulez, l'ADN, la philosophie de l'association, elle est quand même assez... Ça a évolué maintenant quand même. Le curseur, je trouve, a évolué. Mais il y a 20 ans, je peux vous dire qu'on était des ovnis. Et au final, contre toute attente, l'antenne française est devenue la plus dynamique, la plus importante au monde. Et puis surtout, quand il y a eu la scission en 2022, mais ça c'est une autre histoire, elle est devenue le navire amiral qui a fait que Paul n'a pas coulé
avec la trahison d'une partie du mouvement. Et ça, j'en suis extrêmement fière et aussi extrêmement reconnaissante parce que c'est vraiment grâce au soutien du public français que Sea Shepherd France est aussi fort aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'on a pu tenir tête face à la trahison en interne. C'est grâce à ça qu'on a pu être aussi avant-gardiste et tellement efficace dans la défense de Paul quand il a été emprisonné. Et c'est pas pour rien, et ça fait tellement sens, parce que ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'on a effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une énorme responsabilité, puisque la France est la 2e surface maritime mondiale, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, et donc tellement de biodiversité, de vie à préserver, et ça nous rend responsables. Et je cite souvent Éric Tabarly, et je vais le faire encore aujourd'hui, parce que je trouve qu'il a vraiment bien résumé la situation. C'est que pour les Français, l'océan, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leurs serviettes de bain sur la plage. C'est ça qu'il faut changer. C'est par ça que ça commence. Parce que quand on nous dit comment est-ce qu'on fait pour sauver l'océan, c'est quoi le plus important, qu'est-ce que je peux faire, ça commence par ça. Le regard qu'on a sur l'océan, cette connexion qu'on a perdue avec l'océan. Si on commence par ça, alors on trouvera toutes les solutions. Et donc voilà, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que Sea Shepherd France est aussi fort aujourd'hui. Donc vous l'avez dit, une des actions, c'est d'être présent sur le terrain, grâce aux dons, du coup, puisqu'on rappelle, ça semble évident, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler, que vous vivez 100% des dons en fait, des personnes. En fait. Oui, à 100% des dons, et on n'a pas de subvention publique. Donc on n'en demande pas. Pour cette volonté d'indépendance. Oui, ça nous permet d'être complètement indépendants. Alors on a un centre de soins basé en Bretagne qui, lui, pourra demander éventuellement des subventions publiques. Mais c'est vrai que sur les actions de terrain typiques qu'on fait, on préfère être complètement indépendant. Et notre énorme force, notre énorme liberté, elle est dans le fait que plus de 99% de nos financements viennent de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire des gens qui vont nous donner 10 € par mois, 15 € par mois. Et ça n'a pas de prix parce que ça nous rend complètement libres. Ça, c'est énorme et c'est rare, en fait. Donc, vous l'avez dit, être présent dans les zones, voilà, vraiment sur les actions qui ont été évoquées d'agressivité non violente. Un rôle aussi de témoignage, j'ai entendu dans ce que vous avez dit, témoigner un peu et sensibiliser aussi. Là, vous avez parlé aussi je finis ma phrase. J'essaie de faire des phrases courtes, mais c'est difficile pour moi. Et aussi, là, peut-être une nouvelle dimension que vous venez d'évoquer avec le centre de soins, c'est concrètement aussi de rapprocher aussi, parce que c'est vrai que les baleines, on aime tous les baleines, mais elles sont loin, on n'en a jamais vu peut-être de notre vie. Et donc, rapprocher aussi peut-être les Français, en l'occurrence, de la vie marine, c'est aussi important et c'est une action aussi plus locale peut-être. Well, you know, the strength of an ecosystem is in diversity. En fait, vous savez, la force d'un écosystème, c'est dans la diversité des espèces qui le composent. So the strength of any movement is in diversity. Et donc, la force d'un mouvement, c'est aussi dans la diversité des approches. And that approach can be education or legislation or litigation or activism. Et cette approche, ça peut être la législation, l'éducation, l'activisme. I always encourage people to find out what they're passionate about. Moi, j'encourage toujours les gens à découvrir quelle est leur passion. And then use their skills and abilities to further that passion. Et ensuite d'utiliser leurs talents, leurs compétences au service de cette passion. And it's that kind of diversity, I think, that really makes a movement. Et c'est avec ce genre de diversité qu'on fait un mouvement fort. So education is extremely important. Donc l'éducation, c'est très important. One of the reasons that we do documentaries and we had a very successful television show. C'est une des raisons pour lesquelles on fait beaucoup de documentaires. On a eu une série télé qui a eu un grand succès. And I've always said that the most powerful weapon on the planet is the camera. Et j'ai toujours dit que l'arme la plus puissante de la planète, c'est la caméra. And that with a camera, you can change the world. Et avec une caméra, vous pouvez changer le monde. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin forcément d'être un activiste et d'aller avoir très froid en Antarctique sur un bateau. Alors, je peux aussi avoir des actions locales chez Shepherd. Ouais, je vais rebondir là-dessus parce que justement, en général, je mets aussi cette petite note, c'est que on parle d'actions qui sortent de l'ordinaire, qui suscitent beaucoup d'admiration chez les gens.
Alors déjà, d'une part, je voudrais dire, parce que en plus les campagnes en Antarctique, c'est pendant les fêtes de fin d'année, donc ça veut dire qu'on passe Noël loin de chez soi, etc. Et donc il y a une petite dimension affective aussi particulière. Et je me souviens qu'on recevait des messages de gens qui nous disaient merci pour votre sacrifice. Je viens de répondre, en fait, à aucun moment on a le sentiment d'être sacrifié. C'est au contraire un honneur d'être à ce point au service. Et c'est presque, j'ai envie de dire, paradoxalement, c'est presque plus facile que de faire des petites actions plus ordinaires, parce qu'il n'y a pas cette dimension grandiose. Et vraiment, il n'y a pas de hiérarchie à avoir dans l'engagement. Quelqu'un qui va faire quelque chose près de chez lui, des actions simples, mais qu'il fait avec le cœur, ça change le monde. Il n'y a évidemment pas besoin d'aller à l'autre bout du monde et d'être prêt à risquer sa vie. C'est le petit coup de balai dans le centre de soins, ça mais marche aussi. Complètement. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur le centre de soins, effectivement, ce qui est intéressant avec le centre de soins, c'est que ça permet à des gens, en plus on a une maison qui héberge des bénévoles qui viennent de toute la France, et puis on a aussi des bénévoles locaux en Bretagne qui viennent régulièrement, et ça permet de faire un pont en fait avec Sea Shepherd, avec nos actions, sur une façon de s'engager qui est quand même beaucoup plus accessible que de partir à l'autre bout du monde sur un bateau. Et j'aime cette proximité-là, c'est ça qui est beau. Et c'est aussi pour ça que les groupes locaux qu'on a sont si importants. Et je salue le groupe local de Lille qui joue un rôle essentiel de proximité. Ils sont là, le groupe local de Lille ? Ils sont sur le stand. Ils sont là. Voilà, ils sont là. Et vraiment, si les campagnes, si toutes ces actions qui défient un peu l'ordinaire, elles sont possibles en mer avec ces activistes. Bout de chaîne, quoi, finalement. Oui, c'est le but ultime. Si tout ça c'est possible, c'est parce qu'il y a tout ce travail qui est fait en amont, tout ce travail qui est fait à terre. Et donc, moi, j'ai énormément de reconnaissance pour ça. Et vraiment, il n'y a pas de hiérarchie à avoir. Vous voyez, une professeure qui va faire quelque chose avec sa classe sur nos actions ou autre, elle a tout autant de mérite, je trouve, que quelqu'un qui va risquer sa vie en Antarctique. C'est une question de tempérament et de possibilités. Voilà, c'est tout. Alors, quelques questions un peu sur la philosophie. Et justement, finalement, qu'est-ce qui fait venir ces personnes dans le mouvement aujourd'hui? C'est quoi la philosophie, finalement, de Sea Shepherd? C'est quoi peut-être ses particularités ou son approche assez particulière? Il ne comprend pas la question. Moi, j'ai compris, je vais répondre. Commencer et puis... Le problème, en fait, c'est qu'il ne comprend pas quand je parle. C'est dommage, parce que c'est toujours bien quand il y a quelqu'un pour traduire ce que je dis. Mais moi, je pense qu'en fait, ce qui fait la particularité de Sea Shepherd, à mon sens, c'est justement des actions hors du commun. Et je vais citer Paul pour le coup, quand il dit « Une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire. » Ça interpelle. À partir du moment où vous interpellez, vous embarquez les gens. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour autant que vous avez besoin forcément de risquer votre vie pour sauver une baleine, mais ça touche les gens. Et des gens qui regardaient ça de loin vont se dire « il y a des gens quand même qui sont prêts à aller risquer leur vie en Antarctique, en mer, pour sauver ces baleines. Et moi, je fais quoi ?» Ça interpelle. Voilà. Et de la même manière que ça interpelle le fait qu'il ait été emprisonné pendant 5 mois au Groenland, même des gens qui connaissaient de très loin, vaguement, Sea Shepherd ou Paul, se sont dit attendez. En fait, il y a un gars qui va croupir en prison au Japon parce qu'il a sauvé des baleines dans un sanctuaire baleinier international contre un pays qui tuait illégalement ces baleines. Et là, les gens se disent mais il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans ce monde. Et finalement, voilà, ça interpelle. C'est pour ça qu'il y a eu cette mobilisation énorme. Et donc, je pense que l'atout de Sea Shepherd, il est là. C'est qu'il capte l'attention des gens. Parce que les actions, elles sont hors du commun. Et au final, la philosophie, si je devais la résumer, c'est le fait que nous ne sommes pas supérieurs au reste du vivant. C'est notre erreur fondamentale de l'avoir cru et de le croire encore. C'est pour ça que nous allons si mal. C'est pour ça que nous détruisons le monde. C'est pour ça que nous nous détruisons.
En fait, ce que Paul dénonce souvent, c'est justement l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme, c'est quoi? C'est de croire que tout tourne autour de nous, que nous sommes maîtres et possesseurs de cette planète, que nous sommes supérieurs au reste. Parce qu'à partir du moment où on croit ça, ça implique qu'on peut légitimer, justifier, qu'on détruise tout, qu'on puisse finalement sacrifier les intérêts essentiels d'autres espèces pour nos caprices superflus. Et à partir du moment où vous appliquez ça aux vivants, ben vous l'appliquez au sein de notre propre espèce, au sein de l'humanité. La racine du mal, finalement, elle est là. Elle est là. Et donc, c'est ça, finalement, si j'ai peur, le message qu'il y a derrière. C'est ce qu'on fait aux baleines, finalement, on le fait à d'autres humains, quoi. C'est ça, Olivier? Exactement. C'est le même mal. C'est la même racine. Et quand Lamartine disait on n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains, on a un cœur où on n'en a pas. Si on croit que c'est moins grave de détruire le vivant que de faire du mal aux humains, c'est qu'on est dans une illusion, c'est qu'on n'a pas compris de quoi il s'agit. C'est qu'on n'a pas compris que tout est lié. C'est qu'on n'a pas compris que quand on détruit une forêt, que quand on tue une baleine, c'est nous que nous tuons, c'est nous que nous détruisons. Vraiment. Et du coup, à mon sens, ce qui est intéressant surtout, c'est de nous souvenir d'où nous venons et de qui nous sommes. Parce que si nous nous souvenons de qui nous sommes, mais nous savons que cette baleine, c'est nous. Nous savons que ce que nous infligeons à la planète, nous l'infligeons à nous-mêmes. Et à mon sens, l'empathie, ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire de ressentir dans sa chair le mal qui est fait aux autres, l'empathie, c'est juste une mémoire un peu plus grande que celle des autres. C'est-à-dire que vous vous souvenez que c'est la même chose, que vous venez de là. Ceux qui ne sont pas touchés par ça, ils ont juste oublié. Et nous sommes collectivement frappés d'amnésie. Voilà. C'est ça notre problème, c'est ça notre tragédie. Et finalement, ce qu'on défend avec Sea Shepherd, à travers toutes ces actions, on retire des filets, on défend des baleines, tout ça c'est du concret, c'est de l'actif. Ce qu'il y a derrière, c'est ça. C'est nous que nous défendons. Souvenons-nous de qui nous sommes. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. » Peut-être. Est-ce que Paul, du coup... Je lui ai dit, est-ce qu'il veut ajouter quelque chose sur la philosophie de Sea Shepherd? Il dit, j'ai parlé de la non-violence agressive. Je suis un peu plus spirituelle que Paul. Paul veut peut-être compléter, oui. I think it's important to understand that Sea Shepherd is mainly intervening against illegal activities. Vous voyez, c'est moins spirituel. Il dit, je pense que c'est important de comprendre que Sea Shepherd intervient contre des actions illégales. Now, we live in a world that has lots of rules and regulations, and we just had the High Seas Treaty passed. Alors, on vit dans un monde où il y a beaucoup de lois, de traités, de conventions. D'ailleurs, on vient de ratifier le traité sur la haute mer. And this is all very well and good, but the problem is we do not have enforcement. Et tout ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens pour faire respecter ces lois. There's a lack of political and economic will to enforce these laws. En fait, il y a un manque de volonté politique et économique pour faire respecter ces lois. And for this reason, 40% of all of the fish that is taken from the sea is caught illegally. Et pour cette raison, environ 40% des poissons qui sont pêchés dans la mer au niveau global sont pêchés illégalement, With no consequences. sans aucune conséquence, en toute impunité. Alors peut-être on peut arriver justement à vos combats actuels pour concrétiser aussi et montrer aussi il y a une actualité assez prégnante. Je pense aux îles Féroé et aussi à la Méditerranée. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les actions en cours? Il commence. In the COP21 conference in Paris, I brought up a solution to climate change. À la COP21, j'ai proposé une solution au changement climatique. Because temperature and climate is regulated by the ocean. Parce que le climat de la planète, il est régulé en premier lieu par l'océan. And what we need to do is to protect the ocean in order to address the problem. Et donc, ce qui est primordial, c'est de protéger l'océan si on veut lutter contre le dérèglement climatique.
And that's why I like to compare the whole planet to a spaceship. Et c'est pour ça que j'aime bien comparer la planète à un vaisseau spatial. Because that's what we are. We're on this spaceship going around the Milky Way galaxy. Et parce que c'est ce qu'on est en fait. On est sur un vaisseau spatial qui voyage dans la Voie lactée. And every spaceship has a life support system that provides us with everything we need, the air we breathe, the food we eat, and regulates Et climate and chaque vaisseau temperature. spatial a un système qui nous permet de vivre, qui produit l'oxygène, la nourriture, qui gère les déchets. And that is all controlled by a crew of engineers. Et tout ce système, il est contrôlé grâce à un équipage. And we humans, we're not engineers, we're passengers, we're having a wonderful time. Et je me rends compte qu'il ne répond pas du tout à la question, mais je répondrai, moi, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave, on va y arriver, on va retomber sur nos pieds à un moment donné. C'est ça le cycle. Oui, non, mais il y a des petites traductions, mais c'est pas grave. Sorry, the last sentence I have to translate. Et nous, les êtres humains, on ne fait pas du tout partie de cet équipage. Nous, on est des passagers. But what we're doing is we're killing the engineers. Et on est des passagers, on passe du bon temps. Et par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on tue les membres d'équipage. And there's only so many engineers you kill before the entire system begins to crash. Et il y a un nombre limité de membres d'équipage qu'on peut tuer avant que le système s'effondre. And the engineers on our spaceship are microbes and insects and fish and trees and whales. Et les ingénieurs, les mécanos dans toute cette machinerie, c'est les vers de terre, les arbres, les baleines, les poissons. And we have a duty and a responsibility to protect them if we're going to protect ourselves. Et on a un devoir, une responsabilité de les préserver si on veut se protéger nous-mêmes. And the understanding that we have to live in harmony with all of these other species if we're going to survive. Et il faut qu'on comprenne qu'on doit absolument vivre en harmonie avec les autres espèces si on veut survivre. Because right now we are losing a lot of engineers. Parce qu'à l'heure actuelle, on perd beaucoup d'ingénieurs. Especially insect populations have been diminished. La population des insectes s'effondre. Fish and other marine life in the ocean has been Les diminished. poissons et d'autres espèces marines s'effondrent. And to give you an example of how delicate the situation is, Et pour vous donner un exemple de à quel point la situation est délicate, since 1950, there's been a 40% diminishment in phytoplankton in the sea. depuis 1950, on a eu une diminution de 40% du phytoplancton dans l'océan. And phytoplankton provides up to 70% of the oxygen in the air that we Et breathe c'est le phytoplancton qui a créé jusqu'à 70% de l'oxygène qu'on respire. and sequesters enormous amounts of CO2. Et c'est le premier organe de séquestration du carbone dans le monde. And why is this happening? Et pourquoi est-ce que le phytoplancton s'effondre? Because we've diminished the populations of whales and sea turtles and seabirds. Parce qu'on a exterminé les populations de baleines, de tortues, d'oiseaux marins. You can look on whales as the farmers of the ocean, En fait, il faut voir les baleines comme les maraîchères de l'océan. fertilizing vast crops of phytoplankton. Elles fertilisent le phytoplancton. Because phytoplankton requires nutrients in order to survive, Parce que le phytoplancton a besoin de certains nutriments pour grandir. primarily iron, magnesium, and nitrogen. Du fer, l'azote et du magnésium. And they get this from the feces of whales and other Et ils creatures. trouvent ça dans les excréments des baleines. So every day, one blue whale drops 3 tons of manure. Chaque jour, une baleine bleue produit 3 tonnes de caca. Very, very rich in those nutrients. Et de Très, très minéraux. riche en nutriments. So the reality is we need more whale poo, Donc en fait, il nous faut plus de caca de baleine. which means we need more whales Donc on a besoin de plus de baleines to restore a healthy ecosystem. pour restaurer l'écosystème marin. Alors- Je réponds sur les campagnes. Allez, Bon, je vais devoir faire une version courte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on a encore un petit peu de temps. il en reste combien de temps? Parce que Paul et moi, on est très bavards. Bon, une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, ok. Pour garder du temps aussi pour les échanges avec vous, c'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Alors, les îles Féroé, c'est une des campagnes les plus difficiles au niveau émotionnel. En termes de biodiversité, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui se passe de pire. D'ailleurs, nous, on était très très investis contre la chasse des dauphins globicéphales aux îles Féroé. Et puis, on s'est un peu retiré parce que quand on a découvert qu'en France, on tuait 10 000 dauphins chaque année sur les côtes françaises et qu'il y avait une omerta complète sur le sujet. Donc, on s'est mobilisé là-dessus depuis 2018. À travers les filets. À travers les filets, oui, les filets de pêche en fait. Et d'ailleurs, c'est pas que les gros navires. Hein. On a pu filmer des petits navires de 10-12 mètres qui posent des filets et qui capturent des dauphins. Parce qu'un navire de 10 mètres, il peut poser 30 à 40 filets, 40 km de filets en mer. Et donc,
il faut s'imaginer que l'océan est devenu vraiment un terrain miné pour les mammifères marins. D'ailleurs, aujourd'hui, la première cause de mortalité des mammifères marins, c'est les filets de pêche. Donc, c'est le poisson qui est dans nos assiettes, très clairement. Il y a un truc à faire qui est radical et qui est le plus efficace, c'est d'arrêter de manger des animaux. J'ai arrêté de manger des animaux parce qu'il n'y a pas que des poissons. Et 40% des poissons qui sont pêchés en mer servent à nourrir les animaux de ferme, les poissons d'élevage, les cochons, les poulets. Donc voilà, première cause de mortalité des mammifères marins. Il y a 3 dauphins qui ont été trouvés sur la plage de Wimereux hier, je crois. Oui, malheureusement, c'est quelque chose qui continue. Alors, on a réussi à faire passer des mesures d'urgence au Conseil d'État après des années et des années de combat. Il a fallu qu'on sorte des images pour prouver, parce qu'on partait de très très loin avec des pêcheurs qui nous disaient non mais les dauphins qui s'échouent, c'est parce qu'ils sont malades ou à cause des tempêtes. C'est sûr que les dauphins en pleine tempête, ça ne s'est pas géré. Hein. Donc, on était à ce niveau-là de déni. Et donc, aujourd'hui, on a réussi à médiatiser le dossier. C'est un très bon exemple aussi de l'importance de la mobilisation de l'opinion publique. Parce que quand on a commencé, déjà, la majeure partie des gens ne savaient même pas qu'on avait des dauphins en France. Nous, on s'en est rendu compte parce qu'on a commencé à exposer des cadavres de dauphins dans les centres-villes. Et notamment sur le port de La Rochelle, c'est le premier qu'on a exposé. On a trouvé une femelle dauphin au large, on l'a ramenée, on l'a exposée sur le vieux port. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Tous les passants qui nous disent, enfin pas tous, mais franchement une majorité, qui nous disent mais on a des dauphins en France ? Bon, on est mal barré. Parce que si les gens ne savent même pas qu'on a des dauphins, ils savent encore moins qu'on les tue avec nos filets de pêche. Et à côté de ça, on a un lobby de la pêche, faut pas se leurrer, hein, qui est extrêmement puissant, qui a un pouvoir de nuisance et de persuasion qui est très important. Les dauphins, ils savent pas défendre leur cause auprès des pouvoirs publics. Donc, on était dans un rapport de force qui était complètement en défaveur des dauphins. Ce qu'on a pu faire, c'est rééquilibrer ce rapport de force. C'est-à-dire être la voix des dauphins en faisant en sorte que ce dossier devienne un dossier médiatique dont se saisit l'opinion publique. Et clairement, c'est ça qui a changé la donne. Donc le problème n'est pas résolu, mais on a fait une avancée énorme. Et maintenant, il va falloir qu'on trouve des solutions pérennes pour ça, puisqu'on a 1 mois de fermeture, ce qui a permis de sauver énormément de dauphins, mais ce n'est pas suffisant, puis ce n'est pas pérenne dans le temps. Il faut vraiment qu'on revoie complètement la façon dont on pêche. Mais donc tout ça, c'est un travail de fond qu'il faut qu'on fasse avec les pêcheurs, avec les ONG, avec les politiques. Et ça, c'est des choses qui sont moins visibles, parce qu'on voit beaucoup ce qu'on fait sur le terrain, des actions coup de poing, mais il y a tout ce travail-là en amont qui est fondamental. À la fois de plaidoyer, de discussion avec les différentes parties prenantes, c'est ça ? Plaidoyer, oui, et puis de rapport humain, c'est compliqué. J'ai quand même eu 70 pêcheurs qui ont débarqué chez moi pour foutre le feu à ma maison parce qu'ils pensaient que c'était à cause de moi qu'ils n'allaient plus pouvoir pêcher quand la fermeture a été actée. On parle de la pêche des pêcheurs artisanaux. Des pêcheurs artisanaux, oui. Et alors, on peut revenir sur le terme artisanal. On a l'idée qu'un bateau qui fait de la pêche locale, c'est forcément vertueux. Mais en fait, non. Quand vous voyez ce que capturent ces bateaux, c'est énorme. Ils posent 30 ou 40 km de filet. Et d'ailleurs, un très bon exemple pour ça, c'est la mer Méditerranée. 92% des bateaux qui pêchent en Méditerranée, c'est des petits bateaux de moins de 12 mètres qui font de la pêche locale. C'est la mer la plus surpêchée au monde. La mer la plus dangereuse pour les mammifères marins et pour les requins. Voilà. Est-ce que vous avez des arguments économiques par rapport, parce qu'on pourrait vite dire vous êtes contre toute forme de pêche, y compris la pêche artisanale, y compris la pêche traditionnelle. Qu'est-ce que vous proposez en termes d'économie ? Il y a déjà un début de réponse en disant il faut arrêter de manger des animaux. mais est-ce que finalement il y a une possibilité ? Est-ce qu'il y a une solution qui existe économique ? Moi, très honnêtement, je ne m'en cache pas. J'aime pas la pêche. Je trouve ça cruel et inutile. La seule pêche que je comprenne, c'est la pêche de subsistance. C'est-à-dire, il y a des gens sur cette planète, ils ont besoin de manger du poisson, sinon ils ne survivent pas. Mais c'est pas nous. Et il n'y a aucun problème écologique avec la pêche de subsistance. Et c'est même dans l'ordre des choses. Le problème, c'est l'écrasante majorité de gens qui mangent du poisson alors qu'ils ont pléthore d'alternatives et qui en mangent sans y penser. On mange des sushis comme on mangerait des carottes, c'est exactement la même chose. Et donc c'est cette déconnexion-là qui pose problème. Et la pêche, elle doit être complètement revue parce qu'aujourd'hui, en fait, on traite l'océan comme si c'était un garde-manger, un hangar. On fixe les quotas de pêche en tonnes. On parle de stock, de gestion de stock. Et tout le problème, il est là. C'est un milieu vivant avec des populations, des individus. À partir du moment où on a une sémantique qui est à ce point décomplexée sur la marchandisation de l'océan, c'est diabolique. Et on va forcément dans le mur.
Donc, je ne vais pas parler de la pêche, ça serait beaucoup trop long et je pense qu'il faudrait faire une conférence à ce sujet-là. Mais c'est hyper intéressant. Mais du coup, si je dois plutôt répondre à la question que vous m'avez posée sur les campagnes, parce que c'est quand même intéressant, je vais aller très très vite. Donc, on a cette campagne Dolphin Bycatch qu'on a commencé en Espagne, parce qu'en fait, on a fait beaucoup de progrès en France et puis on s'est dit, mais tiens, mais en fait, en Espagne, il y a de plus en plus de dauphins qui s'échouent. C'est pas loin de chez nous, on va aller faire un tour. Donc, on y a été. Première sortie en mer en Espagne, une paire de chalutiers, 20 dauphins dans le chalut. Voilà. Et ça, pour le coup, on n'en avait jamais vu autant en France. Donc c'est une catastrophe aussi en Espagne. Et voilà. Et donc on continue cette campagne-là. On a une campagne aussi Save Iberian Orcas qu'on a commencé l'année dernière, qu'on a poursuivi cette année et qui est une campagne au long cours. Si vous en avez entendu parler, c'est les orques qui ont pris pour habitude de jouer avec le safran des bateaux. Et alors, elle n'attaque pas, contrairement à ce qui peut être dit. Simplement, elle trouve ça amusant, pour une raison qu'on ignore, de jouer avec le safran des bateaux. Et comme c'est des gros bébés qui font plus de 2 tonnes, et ça cause des dégâts. Et le problème, c'est que du coup, il y a des représailles de certains marins qui, du coup, s'équipent en explosifs, qui veulent leur tirer dessus. Il y a eu des cas d'électrocution. Et puis, il y a les médias qui s'emparent du sujet. Un gang d'orques a encore attaqué un voilier. Alors ça, c'est très très vendeur. Hein. C'est comme quand il y a un accident avec un requin. Les requins, ça tue moins de personnes que les distributeurs de soda. Par contre, ça fait des gros titres. Et donc, voilà, il y a quelque chose de fascinant avec ces grands prédateurs qui s'en prennent aux humains. Et donc, en dépeignant les orques comme des animaux dangereux, vengeurs qui veulent faire du mal aux humains, vraiment, ça leur fait énormément de tort. Surtout que c'est complètement faux, évidemment. Hein. Les seuls animaux qui connaissent la vengeance, c'est nous. Hein. Dans le règne animal, ça n'existe pas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé cette campagne en premier lieu pour dissuader les représailles contre les orques. Voilà. Avoir un bateau de Sea Shepherd qui circule dans la zone. Et c'est très efficace d'ailleurs, hein, parce que le mot a bien passé qu'on était sur place. La deuxième chose, c'était aussi de faire une contre-campagne médiatique pour débunker ce discours qui consiste à dire que les orques sont vengeresses. D'ailleurs, on a des images qu'on a filmées avec une quinzaine d'orques autour du bateau. On a les caméras dans l'eau, vous voyez comment elles agissent. Bon, elles sont d'une douceur. Enfin, vraiment, elles poussent gentiment le bateau, elles nous regardent, elles sont très curieuses. Elles sont accueillantes en fait. Hein. Alors, elles ont causé des petits dégâts. On a dû rentrer au port pour 2 jours, mais parce qu'elles sont très puissantes et qu'elles sont curieuses. Voilà. Mais il y a zéro agressivité dans ce qu'elles font. Et il suffit de voir les images. Et puis, on compare avec des images d'orques qui chassent des phoques sur la banquise. Là, vous voyez, c'est quoi des orques agressives? Et ça n'a strictement rien à voir. Et il y a eu à peu près 450 interactions avec des navires. Et il y en a 7 ou 8 qui ont coulé. Je peux vous dire que si les orques, elles étaient en mode attaque, c'est les 450 qui seraient envoyés par le fond, parce qu'on est des coquilles de noix pour elles, hein, vraiment. Et donc, déjà, c'est ça. Et puis ensuite, on s'est dit, mais attendez, en fait, là, en plus, la population d'orques en question, elle est en danger critique d'extinction. Il y a une quarantaine d'individus. Comment ça se fait? Personne n'en parle. Si on parle de ces orques aujourd'hui, c'est pas parce qu'elles sont en train de disparaître, c'est parce qu'elles causent des dégâts sur les navires. Et ces orques, elles existent depuis l'époque phénicienne, au moins. Sans doute bien plus que ça, mais on a des traces de dessins de l'époque phénicienne des orques qui étaient là. Et elles sont en train de disparaître dans l'indifférence générale. Et donc, mais en fait, pourquoi est-ce qu'elles disparaissent, ces orques? Et bien, principalement à cause de la surpêche du thon rouge, parce qu'elles sont spécialisées en thon rouge, et on a tellement surpêché le thon rouge, surtout au début des années 2000, que leur population s'est effondrée. En fait, les femelles, pour pouvoir nourrir leurs petits, il leur faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc c'est un écosystème, quoi. Et en fait, exactement. Et ça fait le lien. C'est que quand il y a une espèce de poisson qui disparaît, il faut bien comprendre que la surpêche, c'est pas que pour les populations de poissons, c'est pour tous ceux qui s'en nourrissent, et donc les prédateurs, et donc les dauphins, les requins, les oiseaux marins avec lesquels on est en compétition. Enfin, ils ne peuvent pas tenir la concurrence. La pêche, elle est responsable de 70% de l'effondrement des oiseaux marins, que ce soit par capture, ou parce qu'on les affame, parce qu'ils doivent partir de plus en plus loin pour trouver du poisson et que leurs petits qui les attendent, ils ont le temps de crever avant que les parents reviennent. C'est tragique, c'est dramatique, mais qui y pense à ça? Personne. C'est terrible. Et donc voilà, ça c'est la campagne Dolphin Bycatch. Non, ça c'est la campagne sur les orques. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme campagne? La campagne Mayotte à Niamba, l'opération Niamba. Donc ça c'est pour les tortues marines qui sont tuées à la machette toutes les nuits, hein, quasiment, sur les plages de Mayotte, département français. Énormément d'impunité là-bas. Donc en 2017, on a commencé cette campagne. Elle se poursuit à l'heure actuelle. C'est une campagne qui est extrêmement efficace. La seule frustration, c'est qu'il faut qu'on puisse la mener à l'année, parce que malheureusement, il n'y a pas de saison de ponte. C'est toute l'année qu'elles viennent, les tortues. Et puis surtout, il y a énormément de plages.
Voilà, énormément de plages, donc ça veut dire qu'il faut réussir à couvrir toute une zone. Ce qui est très frustrant aussi, c'est que l'État a mis beaucoup d'argent pour la protection des tortues, des millions d'euros. Par contre, pas forcément bien investi, parce que la première cause de mortalité des tortues à Mayotte, c'est les gars qui les tuent à coups de machette pour alimenter un marché noir de viande de tortue. Je précise, c'est pas du braconnage de subsistance. Quand bien même ça serait le cas, ça serait pas acceptable. Qu'en France, on doit tuer des tortues pour manger. Mais en plus, ça n'est absolument pas le cas. Les gens, ils ont de quoi manger. D'ailleurs, pour l'anecdote, un des braconniers qui a été arrêté récemment, dont l'avocat a plaidé la misère. En fait, quand les gendarmes ont perquisitionné chez lui, son frigo était plein de poulets et de nourriture. Il n'y a pas de problème. Non, par contre, c'est l'appât du gain. Voilà, c'est l'appât du gain. Et c'est une campagne qui est très riche et intense aussi humainement, parce qu'on y travaille avec des gens, des locaux, qui sont pour beaucoup des Comoriens, qui vivent illégalement à Mayotte depuis des années, et qui patrouillent avec nous bénévolement depuis très longtemps, qui prennent énormément de risques avec nous, et pour lesquels on a déposé des dossiers en préfecture parce qu'on veut en salarier certains. Et je trouve qu'ils sont un énorme exemple, parce que c'est des gens qui n'ont même pas l'électricité chez eux et qui, la nuit, vont risquer leur sécurité, potentiellement leur liberté, parce que quand on va en voiture pour aller sur les plages, quand il y a des barrages de gendarmes, ils ont la peur au ventre. Et combien de fois, en fait, on a été arrêté par les gendarmes et on leur a expliqué, ça fait des années qu'ils travaillent avec nous. Et le problème, c'est que quand il y en a un qui est arrêté, c'est catastrophique pour les patrouilles. Parce qu'en fait, du coup, les patrouilles, elles se font plus. Quand nous, on n'est pas sur place, c'est eux qui font les patrouilles. Et donc aujourd'hui, heureusement, on a des contacts quand même très rapprochés et privilégiés avec la gendarmerie, qui connaissent le dossier, qui connaissent les personnes, elles ont des cartes, etc. Et donc, mais ça arrive souvent. On a Guy qui est là, qui est le chargé de campagne de l'opération Nyamba, qui reçoit régulièrement des coups de fil de l'équipe en disant un tel s'est fait arrêter, il va être déporté. Et donc on arrive à bloquer, mais on en est là en fait. Et donc voilà, je trouve que c'est une campagne qui humainement est très riche et très belle et très touchante. Et je pense qu'il donne une énorme leçon aussi aux gens qui peuvent dire oui, mais je m'occuperai de la planète quand j'aurai plus de problème avec mon pouvoir d'achat. Ça montre bien qu'en fait le curseur il n'est pas là. C'est pas une question de pouvoir d'achat. Moi je connais l'ensemble du spectre de la plus grande misère, les bidonvilles, au cercle extrêmement privilégié. Je peux vous dire que le cœur et l'engagement, il n'est pas du tout corrélé à ça. Et on peut toujours trouver 1001 excuses de ne pas s'engager. On ne fera pas les mêmes choses, mais l'engagement, le cœur, voilà, c'est complètement déconnecté du portefeuille. Voilà, donc ça c'est Nyamba pour les tortues. On a le centre de soins en Bretagne, ça c'est toute l'année. C'est pour les mammifères marins uniquement, le centre de soins ? Non, alors à la base c'était pour les animaux marins, sauf qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une pénurie de centres de soins en Bretagne, mais même partout en France, et qu'il y avait énormément de besoins pour la faune sauvage locale. Donc on s'est dit bon, on a la clinique, on a le centre, on a les soigneurs, on va pas refuser tous les animaux terrestres parce qu'ils n'ont pas la chance d'être des animaux marins. Du coup on prend tout. Voilà. Donc on a chevreuil, renard, les oiseaux marins hérissons, aussi. oiseaux marins, beaucoup d'oiseaux marins, surtout pendant les tempêtes. On a beaucoup d'oiseaux marins pendant les tempêtes. On reçoit beaucoup d'oiseaux marins aussi qui ont des hameçons. Il y en a un fou de bassin là, qui est mort pas plus tard qu'il y a 2 jours à cause d'un hameçon. Et voilà. Et alors attendez, on a quoi d'autre ? Les îles Féroé. Donc les îles Féroé, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais ça va être trop long. Je suis désolée, mais parce que c'est une campagne qui est très très difficile et très émotionnellement qui est compliquée, parce qu'en plus on est passé d'un stade où on pouvait intervenir. C'est-à-dire que nous en 2014, chez Port France, on a mobilisé 5 bateaux sur place, des petits bateaux qui patrouillaient l'archipel tous les jours et qui sortaient les dauphins avant que les Féringiens les trouvent. Et on a été tellement efficaces qu'ils ont fait passer une loi qui interdit nos navires. Et en fait, ils nous envoient la marine. Donc on a des frégates militaires danoises qui empêchent nos bateaux d'arriver sur zone. Et donc là, on peut pas lutter. Pour vous dire à quel point on a été efficace, c'est que sur cette période de 5 mois, il y a eu 33 dauphins qui ont été tués. C'est 33 de trop, hein. On est arrivé trop tard de ça. On a des bateaux qui ont été saisis, on a pu les récupérer, etc. Mais l'année d'avant, sur la même période, il y en avait eu plus de 1300. Et donc voilà, ça a été très efficace. Mais du coup, aujourd'hui, quand on est sur les plages, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire des lives et montrer ce qui se passe.
montrer les massacres et essayer de faire le lien. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est que c'est une campagne qu'on ne pourra gagner que, malheureusement, pas comme ça, ce ne sera pas rapide, mais c'est maintenir la pression et maintenir l'opinion publique même à l'extérieur connectée à ce qui se passe, massacrer comme ça des familles entières de dauphins, femelles gestantes, petits, il n'y a aucun épargné, dans des conditions innommables pour la tradition, parce qu'il n'y a rien qui justifie ça aujourd'hui. Que les gens n'oublient pas ça, et je peux dire que quand on fait les lives, du coup, les gens sont pris là-dedans, et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on en fait après? Parce qu'il ne s'agit pas juste de vous montrer des images horribles. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Le lien, il est après avec le pilier économique qui tient les îles Féroé debout. C'est l'industrie de la pêche, et notamment du saumon d'élevage. Et l'Union européenne est un des principaux marchés des îles Féroé. Et donc, le saumon féringien, qu'on trouve très largement en France, et notamment à Carrefour. On a interpellé Carrefour récemment. D'ailleurs, ils nous ont recontactés, là, donc on va se parler par rapport au saumon féringien. S'il y a un embargo, un boycott suffisamment suivi du saumon féringien, c'est la fin des massacres de dauphins aux îles Féroé. Vous voyez une évolution des mentalités sur les îles en elles-mêmes, de la population, ou alors ils sont trop englués? Il y a une évolution, mais en fait, ils n'osent pas trop le dire, parce que c'est considéré comme quelque chose d'antipatriotique d'être contre le Green Dad Rap. C'est le nom du massacre. Et en fait, j'avais une discussion avec un des Féringiens qui me disait moi, ce qui fait que je suis Féroé, c'est que je fais ça, et vous venez me dire... Et au fil de la conversation, il finit par m'avouer que sa femme ne mange pas de dauphin, qu'elle n'assiste jamais au massacre parce qu'elle déteste ça. Et je dis donc, ta femme est moins féringienne que toi? Il me dit, pas du tout. Je dis, bon, c'est QFD alors. Mais en fait, c'est ça qui est terrible. Humainement, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est ça qu'il faut voir. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très choquant quand vous assistez au massacre, c'est que vous avez des enfants qui savent à peine marcher, qui courent dans le sang, qui jouent avec les fœtus arrachés du ventre de leur mère. Et en fait, il y a une désensibilisation dès le plus jeune âge. Ils font des sorties d'école maternelle sur les lieux des massacres. Et du coup, ils se transmettent ça depuis le biberon. Et donc, ils grandissent conditionnés dans l'idée que c'est normal. C'est normal de faire ça. C'est normal de tuer des groupes entiers et d'arracher de fœtus de femelles gestantes. C'est normal. Et du coup, c'est particulier. Alors, ça évolue un peu quand même, les mentalités, mais lentement, trop lentement. Et donc, il va falloir un petit coup de boost de l'extérieur quand même. Alors, peut-être dans les 10 minutes qui nous restent... Je n'ai pas fait toutes les campagnes, mais je vous invite à aller sur le site internet de Sea Shepherd France, parce qu'on fait un nouveau site là, qui va sortir dans 10 jours. Et puis, il y a le stand aussi. Il y aura toutes les campagnes. Ah oui, et puis il y a le stand avec les bénévoles du groupe de Lille qui peuvent vous renseigner aussi. Et juste peut-être pour les deux qui arrivent, Guyane française. Donc on va faire une campagne en Guyane française sur la pêche illégale cet automne. Et juste après, ce qui est prévu, c'est une campagne en Antarctique sur la surpêche du krill. Voilà. Et on travaille sur une campagne l'année prochaine sur le deep sea mining. Donc, voilà. Alors justement, il reste 10 petites minutes dans notre temps entre nous. Là, et après, on passera sur la vingtaine de minutes sur vos questions que je vois déjà s'afficher. On est en 2030. Le monde est formidable. Le monde est devenu écolo. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années? Je voudrais entendre aussi Paul là-dessus. C'est quoi le monde idéal que vous rêvez dans 5 ans? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans? Alors, dans 5 ans, un miracle. Un coup de baguette magique. Il ne va pas comprendre la question, vous allez voir. Vous avez 10 minutes. Il dit 2030. Ça peut être 2050, mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'on était dans l'urgence écologique, alors du coup... OK. Well, by 2050, there's not going to be any fishing industry because there's not going to be any fish. D'ici à 2050, il n'y aura plus d'industrie de la pêche parce qu'il n'y aura plus assez de poissons. Mais that's not the question, Paul. C'est pas ça la question. Well, what is the question? No, the question is, if in 2050 the world is like a good ecologically friendly place, what has happened for that to happen? Moi, j'ai une réponse, mais je vais laisser répondre d'abord. For that to happen means a complete shift in how we view nature and the world. Pour que ça arrive, il faut un changement drastique dans la façon dont on voit la nature et le monde.
Because we can only survive by living in harmony with all these other species that share the planet with us. Parce qu'on ne peut survivre que si on apprend à vivre en harmonie avec les autres espèces qui partagent cette planète. So we have to stop this escalating extinctions. Donc il faut qu'on stoppe cette escalade de l'extinction. And we have to stop adapting to diminishment. Et il faut qu'on arrête de s'adapter à l'effondrement. As things become more and more diminished, we just sort of accept it and move on. Plus ça s'effondre, plus ça s'appauvrit, et en fait on s'y habitue, on accepte et on continue. For anybody who's over 30, 40 years old, you might recall that when you drove down the road, there's always insects on your windshield. Ceux qui ont plus de 30 ou 40 ans se rappellent peut-être qu'avant, sur la route, quand vous voyagiez, il y avait plein d'insectes sur le pare-brise. That's because there's been over a 40% diminishment in insect population. Et aujourd'hui, les pare-brises, ils sont clean parce qu'il y a une diminution de 40% des insectes. If we reach 80 to 100% of diminishment, then we will not survive. Si on atteint 80 or what? 80 to 100%. Entre 80 et 100% de diminution des insectes, c'est fini pour nous. The reality is that we need a healthy insect population to have a healthy human population. La réalité, c'est qu'il faut des populations d'insectes en bonne santé si on veut avoir une humanité en bonne santé. Because they are the engineers, the pollinators, they dispose of the waste. Parce qu'ils sont les ingénieurs, ils sont les pollinisateurs, c'est eux qui gèrent les déchets. They aerate the soil and make it possible to grow. C'est eux qui aèrent le sol et qui rendent les sols fertiles. But for the most part, we don't even think about them. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'y pense même pas. In the 1960s, I remember that nobody bought water in a bottle. Dans les années 60, je me souviens, personne n'achetait de l'eau en bouteille. And if anybody had predicted back then that you're going to buy water in the bottle and pay that much money for it, everybody would have thought you're crazy. It's not Et going to happen. si quelqu'un avait dit à l'époque, tu verras à l'avenir, on achètera de l'eau en bouteille et vous paierez aussi cher que ça, mais personne n'y aurait cru. Because we've adapted to that diminishment. We accept less and less. Parce qu'en fait, on s'est adapté, on s'est habitué à l'appauvrissement. So fish populations, fish species which were once popular, they disappear and we just move on to a less popular one. Et quand il y a des populations de poissons qui sont très populaires et très répandues et qu'elles s'effondrent, c'est pas grave, on passe à une autre et on oublie. When I was a child, turbot and mussels were considered garbage. Quand j'étais petit, les turbots et les moules étaient considérés comme des déchets. And now you don't find the cod in the same way, and you go to restaurants, you get turbot and mussels. Et aujourd'hui, on a du mal, on ne trouve plus les morues comme on en trouvait avant. Et puis dans les restaurants, par contre, vous avez des moules et des turbos. And we don't really think about it. Et on n'y pense pas. You cannot find a real salmon anywhere in the world outside of Alaska. En dehors de l'Alaska, vous ne trouverez jamais de vrai saumon. This stuff they call salmon is just a collection of antibiotics and chemicals in a genetically manipulated thing, which isn't really a fish. Cette chose qu'ils appellent saumon, c'est juste un mélange d'antibiotiques, de colorants et parle du saumon d'élevage. Hein. But it's very cheap, so that's why you see salmon everywhere Mais now. c'est très bon marché, c'est pour ça que vous voyez du saumon partout dans les étals des supermarchés. But it's not a fish, it's poison. C'est pas un poisson, c'est du poison. And to raise those salmon, we have to catch all the fish out of the ocean to grind into fish meal to feed them. Et pour nourrir ces saumons d'élevage, il faut capturer énormément de poissons sauvages pour en faire de la farine qui va ensuite produire le saumon. All the little fishes that are being taken off the coast of France and England by those giant trawlers, all of those fishes are ground up into fish meal. Tous ces tout petits poissons là qui sont pêchés par les grands navires-usines le long des côtes françaises ou anglaises servent en fait à faire de la farine de poisson pour nourrir les animaux d'élevage. All to feed salmon and chickens and pigs. Pour nourrir les saumons, les cochons, les poulets. And because of that, our oceans are dying. Et à cause de ça, l'océan est en train de mourir. So it's a very ominous situation when we look about the future. What means ominous? Negative, I guess. Bon. Donc c'est un peu sombre quand on regarde l'avenir. But we have to turn it around. Mais il faut qu'on renverse la table. And I think our big problem is that we've depended so much on governments solving the problem for us. Et je pense qu'un de nos problèmes, c'est qu'on dépend trop des gouvernements pour résoudre les problèmes à notre place. Because when you look at any movement historically, change always comes because of three things. Parce que si vous regardez bien, tous les grands mouvements historiques, les grandes luttes historiques, les avancées qui ont été possibles
l'ont été grâce à ces trois choses. The passion and the courage and the imagination of people. La passion, l'imagination et le courage d'individus. And that's where differences are being made. C'est là qu'on trouve la différence. That's it. Thank you. And just look at what one person can do. Regardez ce qu'une seule personne peut faire. Because of Diane Fossey, we still have mountain gorillas in Grâce à Rwanda. Diane Fossey, il reste des gorilles des montagnes au Rwanda. And there's so many examples of individuals making a Il y a tellement difference. d'exemples comme ça d'individus, de personnes qui ont fait une And- différence. Sometimes it looks like the problems are impossible to solve. Et parfois, on a l'impression que le problème est impossible à résoudre. And that's where imagination comes in. Et c'est là que l'imagination entre en scène. Because the solution to an impossible problem is to find the impossible answer. Parce que la solution à un problème qui semble impossible, bah, c'est de trouver la réponse impossible. A good example of that is 1972, Nelson Mandela. Un bon exemple, c'est en 1972, Nelson Mandela. In 1972, if you were to say that Nelson Mandela would one day be president of South Africa, that was unthinkable. It was impossible. Si en 1972, vous aviez imaginé que Nelson Mandela serait un jour le président de l'Afrique du Sud, c'était absolument impensable. I know because in 1972, I was in South Africa and I wrote an article about Nelson Je Mandela. sais parce qu'en 1972, j'étais en Afrique du Sud et j'avais écrit un article sur Nelson Mandela. And I couldn't get it published in any mainstream media Et je n'ai pas pu le faire publier dans aucun média mainstream because that man was a terrorist. parce que cet homme-là était un terroriste. I did get it published in the alternative media, Donc j'ai pu le faire publier dans une presse alternative. but it shows you that people who are trying to make a difference will be labeled as terrorists or militants or extremists. Ça vous montre que les gens qui essayent de faire la différence seront étiquetés comme des terroristes, des extrémistes. But environmentalists, conservationists are not radical people. Mais les écologistes, les conservationnistes ne sont pas des personnes radicales. In fact, we are the most conservative people on the planet En fait, on est les plus conservateurs because there is nothing more conservative than conserving nature. parce qu'il y a rien de plus conservateur que de conserver la nature. The real radicals, the real extremists, are destroying our oceans and our forests and polluting our air. Les vrais radicaux, les vrais extrémistes sont ceux qui détruisent les forêts et les océans. So they just simply change the language to try and convince us that we're wrong and they're right. Donc, ils transforment les mots, ils jouent sur la sémantique pour faire croire qu'ils ont raison et que nous avons tort. But I've always encouraged by one simple fact, and that is nature will always win in the end. Mais il y a un truc qui m'encourage toujours, et c'est une chose très claire, c'est que la nature finira toujours par gagner. So we either adapt to live by nature's rules Donc, or we don't survive. soit on s'adapte et on décide enfin d'obéir aux lois de la nature, soit on ne survivra pas. Eh bien, je pense que c'est un très beau mot de transition. Attends, je peux commenter, dire très court. 30 secondes. En 30 secondes, c'est dur en 30 secondes. Bon, je vais essayer d'être rapide quand même. En 2050, on sera dans un monde idéal et en paix si, comme je le disais tout à l'heure, on s'est souvenu, enfin, de qui nous sommes. Et si on s'est souvenu de ce que nous avons fait. C'est-à-dire que Paul parle du fait qu'on s'habitue à l'effondrement, à l'appauvrissement. Il y a un très bon exemple à ça. On dit souvent, c'est important en histoire d'avoir une mémoire, la mémoire des faits, la mémoire de l'histoire, toutes ces guerres, voilà, se souvenir, le devoir de mémoire. Et on ne parle pas du devoir de mémoire de la guerre qu'on a fait à la nature et à nous-mêmes. Et c'est très intéressant de regarder un peu dans le rétroviseur. Et quand vous lisez les livres sur les naturels, sur l'océan par exemple, en France, de voir que il y a 2 siècles, les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours le long de la côte française pour laisser passer les troupeaux de baleines, que vous ne pouviez pas dormir près de la côte tellement les baleines faisaient du bruit. Ça en dit tellement. En fait, ça montre à quel point ce pourquoi on est en train de se battre aujourd'hui, c'est l'ombre de ce que c'était. Et ça, c'est très important parce que ça montre l'ampleur des dégâts. Et ça, on n'a pas suffisamment de lucidité par rapport à ça sur notre responsabilité. On a fait des choses merveilleuses. On est capable de se réunir, là, de discuter. On est capable d'écrire des poèmes. On est capable de construire des cathédrales, des symphonies, des grands romans. Oui, c'est vrai, on a fait ça. Mais
dans quelques millions d'années, il ne restera absolument rien de tout ça. La chose qui restera, ce qui restera, notre héritage qui est intemporel à l'heure actuelle, c'est que nous sommes la plus grande force de destruction du vivant que cette planète ait jamais connue. Ça, c'est notre héritage. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. Si on prend conscience de ça, alors en 2150, oui, on sera peut-être dans un monde en paix où on se sera souvenu de qui nous sommes et on aura arrêté de nous rendre nous-mêmes orphelins, puisque c'est ce que nous faisons quand nous détruisons le vivant, les autres espèces. On se tue nous-mêmes. Et donc l'espèce la plus intelligente au monde est finalement suffisamment stupide pour s'autodétruire en croyant qu'elle est supérieure à tout le reste. On manque d'humilité, on manque de mémoire, on manque de connexion. Donc si on retrouve tout ça, on trouvera toutes les solutions et aucun problème ne sera impossible. Ça passe par la reconnexion au cœur et la mémoire. J'ai une petite question, parce que j'avais une petite question très personnelle à poser, mais vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Au même titre que la ville de Lille a une élue à la biodiversité et au bien-être animal, est-ce que ce mouvement qu'on observe dans certaines entreprises d'avoir un monsieur ou une madame biodiversité dans les conseils d'administration, est-ce que c'est des choses qui vous semblent positives? Mais vous pouvez garder cette question au chaud. Je me dirige vers Magali. Alors Magali, au standard. Nous avons des questions. Merci, effectivement, nous avons beaucoup de questions. Merci à tous et bravo. C'est très divers et varié. Il y a 4 familles, donc en un quart d'heure, ça ne va pas forcément être facile, mais les premières, elles sont un peu personnelles, notamment pour Paul Watson. Est-ce que le mandat d'arrêt d'Interpol au Japon et tout ce qui vient de vous arriver, toute cette situation vous a changé personnellement dans votre manière de militer, avec une petite question annexe qui, je trouve, s'y rapproche. Dear Paul, at your opinion, what is an accomplished life? No, it didn't change anything. Non, ça n'a rien changé pour moi. The important thing is I've never been convicted of a crime. La chose importante, c'est que moi, j'ai jamais été reconnu coupable pour un quelconque crime. But to be an activist, you have to be prepared to be arrested. Mais quand on est un activiste, il faut être préparé à la possibilité d'être arrêté. And I've been arrested many times. Et j'ai été arrêté plusieurs fois. I spent 120 days in a Dutch prison, Et j'ai passé 120 jours dans une prison hollandaise, 5 months in a Greenland prison, 5 mois dans une prison groenlandaise, 2 weeks in a Canadian prison. 2 semaines dans une prison canadienne. But when it went to any of the trials, we won. Mais à chaque fois qu'il y a eu le procès, j'ai gagné. The Canadian government spent $3 million trying to convict me of a crime called mischief. Le gouvernement canadien a essayé de me condamner pour un crime appelé What was the crime? Mischief. What's that? I don't know. Bon bah ça va. And the charge was also conspiracy to commit mischief. Ah, et conspiration de commettre un mischief. And my defense was the United Nations World Charter for Nature. Et ma défense, ça a été la Charte mondiale pour la nature des Nations Unies. Now, I guess the best way to explain mischief is that I didn't hurt anybody and I didn't damage any property. Je pense que la meilleure façon de décrire le mischief, c'est que moi j'ai blessé personne, je n'ai endommagé aucun matériel, But I could have, mais j'aurais pu, and there was a possibility that I could have, et ça aurait été possible que je le fasse, and therefore that's what the charge was. et donc c'était ça les accusations. So Canada's been trying for a long time to stop me. Le Canada essaye depuis longtemps de me mettre hors d'état de nuire. They're still angry because we ended the seal hunt. Ils sont toujours très en colère contre moi parce qu'on a mis un terme à l'essentiel de la chasse aux phoques au Canada. But I always think it's important to go into court Mais je pense que c'est important d'aller au tribunal, because that's where you can make a change. parce que c'est là aussi que vous créez le changement. So what happened in Canada is our opening, I was in front of a jury, Donc ce qui s'est passé pendant ce procès, c'est que j'étais devant le jury, and this was our defense. et ça c'était notre défense. My lawyer said, we're not saying we didn't do what we're charged with. Mon avocat m'a dit, nous ne nions pas que nous avons fait ce dont on nous accuse. In fact,
we admit we did exactly what we're charged En fait, on reconnaît avoir fait exactement ce dont on nous accuse. and we're going to do it again. Et on le fera encore. And I was found not guilty. Et j'ai été reconnue non coupable. Thanks. Ensuite, plusieurs questions sur les types de petites actions qu'on peut mener au quotidien, même loin de l'océan. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser notre entourage sans passer pour un ovni? Avec quelques propositions. Donc, il y a Léon, 8 ans, qui a présenté Sea Shepherd à sa classe pour qu'il signe une pétition pour vous libérer de prison, que tout le monde a signé. Un autre enfant qui prépare un spectacle de théâtre sur les baleines, les glaciers, le Groenland à destination du jeune public à Lille en avril. Quels conseils pourriez-vous donner sur l'approche à avoir artistiquement et accepteriez-vous de réaliser des entretiens qu'on pourrait retranscrire dans le spectacle? Des propositions d'inviter nos enfants dans les écoles à arrêter de manger les animaux en privilégiant le petit déjeuner et les fruits céréaliers. Une bénévole pour la défense des orang-outans à Bornéo qui souhaiterait vous rencontrer et mutualiser les actions. Et puis des messages d'amour qui sont très mignons avec est-ce que c'est possible d'être militant quand on est mineur? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont pas dangereuses mais que vous conseillez à faire pour des enfants dans l'association Sea Shepherd? Oui, alors il y a 1001 façons de s'engager, évidemment. Nous, on a un programme qui s'appelle Sea Shepherd Kids, qui intervient dans beaucoup d'écoles, des centres aérés, à l'invitation des professeurs ou des directeurs, directrices d'école. Ça va de la maternelle aux grandes écoles, en passant par collège, lycée. Enfin, c'est vraiment très, très large. Il y a beaucoup d'enfants, effectivement, qui font des présentations devant leur classe, soit qui choisissent une campagne particulière ou sur l'histoire de Sea Shepherd ou sur ce qui s'est passé avec Paul, parce que ça les a touchés. Et tout ça, c'est des petites graines après, des petits galets lancés qui font après des ronds dans l'eau, et c'est hyper important. C'est pas du tout anodin, en fait. Ça contribue vraiment au développement du mouvement, et ça interpelle. Et encore une fois, quelles sont les actions? C'est ce que disait Paul tout à l'heure, hein, c'est vraiment de trouver ce qui vous touche, ce qui vous parle, et de le mettre au service de la cause. Et il y a tellement de choses différentes à faire. Nous, on a des gens qui nous rejoignent soit parce qu'ils vont venir dans les groupes locaux pour tenir des stands, rencontrer le public, soit ils vont s'investir de façon différente en tant qu'avocat, professeur, artiste. On a beaucoup d'artistes, des peintres, des tatoueurs, des chansons aussi, des artistes qui font des chansons. Et c'est vrai que l'art, c'est un vecteur qui touche le cœur, et donc c'est très, très efficace. Mais souvent, en fait, nous, on n'est pas forcément les personnes les mieux placées pour dire aux gens ce qu'ils peuvent faire, parce que vous serez efficace dans ce que vous aimez, ce que vous savez faire. Donc après, c'est là que vient l'imagination dont parlait Paul. C'est comment est-ce qu'on met ça en forme pour servir cette cause qui est plus grande. Moi, je pense que surtout, nous, en tout cas, de notre côté, les critères, ils sont les plus importants. C'est surtout la motivation, l'état d'esprit, le pourquoi vous faites les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se perdre en route si on sait qu'on est au service de quelque chose de plus grand. Et les dérives qu'on peut constater, notamment ce qui s'est passé avec le mouvement Sea Shepherd en 2022, c'est ça, c'est des gens qui sont devenus eux-mêmes plus importants que la cause qu'ils prétendaient défendre. Et ça existe aussi au niveau des associations, pas uniquement des individus. Quand une association devient plus importante que la cause qu'elle est censée défendre. Bah ouais, monsieur, mais c'est une vraie gangrène, et c'est réel, c'est une réalité, malheureusement. Et en fait, ça fait beaucoup plus de tort que finalement l'opposition en face. Et on retrouve ça partout. La question, c'est ça, c'est juste de se souvenir qu'on sert tous quelque chose de plus grand. Et après, il y a plein de façons de s'engager. Alors, il y a une question un peu sensible. C'est pour ça que je me permets de prendre le micro. La ville de Lille soutient le bien-être animal. À quand la fermeture du zoo? Est-ce que finalement ces centres de culture... Est-ce que ces lieux...
est-ce que ces lieux où on voit des animaux, est-ce que c'est utile ou au contraire contre-productif? On va laisser Paul Watson, chacun son avis. Bon, nous, on est clairement opposés à la captivité dès lors qu'elle sert un but commercial. Et tous les arguments pédagogiques, de sensibilisation, tout ça, c'est du saupoudrage. Donc les Marineland. Marineland, évidemment. Évidemment, parce que c'est encore plus aberrant quand on met en captivité des animaux qui sont des espèces migratrices. Enfin, ça paraît quand même évident. Mais en fait, c'est surtout le message qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire qu'on emprisonne, on maintient captifs des animaux qui sont en plus même pas forcément de nos contrées. Avoir des girafes dans le nord de la France, c'est juste pas normal. Au prétexte d'éduquer. Mais en fait, ça envoie un très mauvais message. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on dit aux enfants, c'est qu'on peut enfermer ce qu'on aime. Et ça, c'est très problématique. Et en fait, il y a mille et une façons de connaître les animaux de manière bien plus efficace d'ailleurs que de voir des animaux avec des comportements stéréotypés dans des milieux qui n'ont absolument rien à voir. Alors c'est quoi? C'est des documentaires? C'est des médias? Oui, c'est des documentaires. Alors pour ceux qui peuvent aller les voir dans la nature, c'est très bien. C'est pas donné à tout le monde, d'accord. Mais je pense que le droit d'un dauphin à vivre libre passe avant le droit d'un enfant à avoir un dauphin. On en revient à... Et sur les lieux publics de sensibilisation et d'éducation? Comment? Et sur les lieux publics d'éducation et sensibilisation à l'environnement? Parce que là, vous avez parlé des lieux commerciaux. Non, mais c'est pareil. En fait, alors, pour préciser, à mon sens, la seule captivité qui peut éventuellement se justifier, c'est celle qui interviendrait dans des programmes de sauvetage d'une espèce de l'extinction et de réhabilitation avec un relâché en milieu naturel. C'est la seule justification. Mais ça veut dire pas d'exposition publique et donc pas d'argent qui rentre. C'est tout. Et ça veut dire qu'on fait ça pour les animaux et dans le but, dans l'intérêt unique des animaux. Et donc il n'y a pas d'exploitation commerciale. Parce que sinon, éducatif, on en revient à ce que je disais, il n'y a pas d'éducation réelle, il n'y a aucune compréhension de ce qu'est l'animal quand on voit un animal enfermé. Je passe la parole à une représentante de la ville de Lille. Paul veut ajouter quelque chose là-dessus. Marine aquariums and zoos were set up to be educational facilities. Donc les zoos et les delphinariums ont été mis en place au prétexte d'être des organes d'éducation. And they've done an incredible job of education. Et ils ont fait un travail incroyable en matière d'éducation. Because they've educated us to understand that we don't need marine aquariums. Parce qu'ils nous ont permis de comprendre qu'on n'a pas besoin de delphinarium. They've demonstrated how cruel their facilities are. Ils ont démontré à quel point c'est cruel. How unnatural their facilities are. À quel point c'est contre nature. And we're now coming into an era where we're shutting these things down. Et on arrive aujourd'hui dans une ère où ces industries sont en train de s'effondrer. Wild animals, orcas, dolphins belong in the wild, not in les animaux cages. Sauvages, les orques, les dauphins, tous les animaux sauvages ont leur place dans la nature. One of the things we forget is that back in the 20s, just 100 years ago, ce qu'on oublie, c'est que dans les années 20, il n'y a pas si longtemps que ça, they had people in zoos in Belgium. Ils avaient des humains dans les zoos en Belgique. You know, we've come an awful long way, but we still have a long way more to go. Donc, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Magali va peut-être préciser aussi l'évolution du zoo depuis quelques années, puisqu'il a bien changé. Je me permets juste une aparté, du coup, vu que c'est la question qui est posée à la ville de Lille. Il y a un tiers des espèces du zoo qui sont des espèces en voie de disparition et des espèces qui sont issues de captures douanières et donc qui sont remis aux zoos pour être protégées plutôt que d'être exploitées. Et il n'y a pas d'exploitation financière puisque tout ce qui est récolté est utilisé pour améliorer le bien-être animal des espèces qui sont dans le zoo, qui sont de plus en plus petites. Il n'y a pas de grosses espèces comme des girafes ou des rhinocéros. Voilà. Après, je pense que le débat est plus... Le débat est lancé. Ouais, c'est ça. On va vous laisser. Est-ce que vous voulez vraiment lancer le débat ici? Il y a d'autres questions qui sont peut-être plus... ça mériterait une conférence à part entière.
Alors, les personnes de la ville de Lille sont à votre disposition sur le village pour répondre à ce débat qui n'est pas terminé. En tout cas, on peut noter aussi tout le travail de conservation qui est réalisé sur certaines espèces qui ne sont quasiment plus présentes dans le milieu naturel, puisque le milieu naturel, on l'a dit, est Bon, je dis dégradé. rien, mais le travail de conservation des eaux, c'est... Bon, franchement, C'est discutable. plus que ça. D'accord. Donc on en parle sur le stand. Ou on refera une conférence là-dessus. Mais... Alors il y a aussi des questions sur Alors sur les lois, comment on fait respecter les lois internationales, et peut-être aussi il y a une remarque sur est-ce que l'UNESCO finalement ne peut pas reconnaître les trésors des océans comme l'UNESCO World Heritage. Est-ce qu'il y a des lois alors locales ou internationales qui Excusez-moi, pourraient... j'ai pas entendu le début. Est-ce qu'il y a des lois internationales et locales? Est-ce que l'UNESCO peut être aussi un moyen de faire respecter un petit peu plus les océans? Bon, tout à l'heure, vous avez dit que le problème, c'est pas les lois, c'est le contrôle. We have all the treaties and... on a déjà tout, enfin les lois, les traités dont on a besoin déjà pour protéger l'océan. In fact, we have everything we need, En fait, on a tout ce dont on a besoin, but we don't have the enforcement. mais on n'a pas le respect de la loi. So people are getting away with illegal acts because there is no enforcement. Donc en fait, les gens s'en sortent de manière impunie parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle. And when we interfere with these illegal activities, and they call us the people, they say that we're the criminals. Et quand on interfère face à ces actions illégales, eh ben, ils disent que c'est nous les criminels. Because they have all the power and the money on their side. Parce qu'ils ont le pouvoir et l'argent de leur côté. The fishing industry, by the way, only exists because of 90 billion euros a year in subsidies. L'industrie de la pêche, d'ailleurs, ne se maintient que grâce aux milliards d'euros de subventions publiques. It can't exist on its own. Elle ne pourrait pas survivre sans ça. Because as the fish populations are diminished, it takes more technology to extract them. Parce que moins il y a de poissons et plus il faut des technologies avancées et coûteuses pour les pêcher. 100 million euro trawlers, Des chalutiers jusqu'à 100 millions d'euros, 100 kilometer long lines. des longues lignes qui font jusqu'à 100 km. We pulled one net from the Southern Ocean from one ship. On a retiré de l'eau un seul filet d'un bateau illégal en Antarctique. We pulled it up from 2 kilometers. Ce filet, on a commencé... From 2 kilometers, what do you mean? 2 kilometers deep. Ah, il était immergé à 2 km de profondeur. And it was 72 kilometers Et long il faisait 72 km de long. and weighed 70 tons. Et il pesait 70 tonnes. One net from one ship. Un seul filet, un seul bateau. At any given day, there's over 60,000 kilometers of nets set in the world's oceans. Chaque jour, il y a 60 000 km de filets qui sont mis dans l'océan chaque jour. Ouais, chaque jour. And 30% of all of the marine debris is from the fishing industry. Et 30% des macro-déchets viennent en fait des déchets des engins de pêche. It's a hugely destructive industry. C'est une industrie incroyablement destructrice. And they keep saying that they like to give you the image that it's just little fishing boats going out there. Et ils aiment donner cette image d'Épinal de petits bateaux qui vont pêcher. But the reality are these giant trawlers and longliners and purse seiners. Mais la réalité, c'est ces énormes chalutiers. Mais comme je le disais tout à l'heure, les petits ne sont pas inoffensifs. I guess the best way to look at it is for 300 years, the Grand Banks cod fishery existed. For 300 years. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant 300 ans, les pêcheries des grands bancs ont été florissantes. People from France and Spain and Newfoundland fished the Grand Banks for 300 Les years. Français, les Espagnols, les personnes de Terre-Neuve pêchaient dans les grands bancs sans problème, with no ecological impact. avec aucun impact écologique. Since World War II, the giant trawlers destroyed the entire fishery. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, les gros navires industriels ont détruit complètement cette pêcherie. It crashed in 1992 and it's never recovered. Et la morue de Terre-Neuve s'est effondrée en 1992 et elle n'est jamais revenue. There are ways to live off the ocean in a sustainable way, but we're not doing it. Il y a des façons de se nourrir en pêchant, mais c'est pas du tout ça qu'on fait.
Because if you can't take without giving back, then you shouldn't take at all. Parce que si vous ne pouvez pas prendre en rendant, alors vous ne devriez pas prendre. Merci. La dernière question, parce qu'il est déjà 16h et on risque d'entamer, mais on l'a redit plusieurs fois, il y a les stands dehors, on pourra continuer aussi tout à l'heure. Dernière question, du coup, autour des métiers. Ouais, désolé, c'est frustrant parce qu'il y a vraiment plein de questions intéressantes. Comment replacer les métiers comme les bouchers, les poissonniers, les pêcheurs et toutes les filières qui devraient s'arrêter, qui vivent de ça? Well, it's very simple. Just have to find something else to do. C'est très simple, ils vont devoir trouver autre chose à faire. I mean, over the years, a lot of people were involved with a lot of industries that don't exist Au cours anymore. du temps, il y a plein de gens qui se sont impliqués dans des industries qui n'existent plus aujourd'hui. There's a Darwinian principle. It's adapt or die. Il y a un principe darwinien, vous adaptez ou vous mourrez. And the fishing industry is dying. Et l'industrie de la pêche est mourante. There's going to be, in a few years, more plastic in the ocean than fish. Dans quelques années, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. And that's not my opinion. That's the opinion of probably the greatest fish biologist in the world, Dr. Boris Worm, Dr. Daniel Pauly. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les prévisions des plus grands scientifiques mondiaux de la pêche, dont Daniel Pauly, par exemple. They've made this very, very clear. It's a very serious problem. Ils ont été très très clairs. C'est un problème très sérieux. And at some point, it's going to crash. À un moment, ça va s'effondrer. I mean, the cod fisheries crashed, the salmon crashed. La population de Terre-Neuve s'est effondrée, les saumons se sont effondrés. Orange roughy populations have crashed. So many species have crashed. Orange roughy, je ne sais pas comment on dit en français, s'est effondré aussi. And Tellement d'espèces se sont effondrées. And one of the justifications for this was coined by the Prime Minister of Norway, Gro Harlem Brundtland. Et une des explications pour ça a été citée par le Premier ministre de Norvège. In 1992, at the Environmental Conference, she made up this new word. En 1992, elle a créé ce nouveau mot. Sustainability. Sustainability, développement What durable. does sustainability mean? C'est quoi la sustainability, donc le développement durable? On a traduit comme ça en français. Donc. It means business as usual, but we'll just give it this name. Ça veut dire business as usual. Now everything is sustainable. Aujourd'hui, tout est inscrit dans le développement durable. Sustainable agriculture, sustainable fisheries. Agriculture durable, pêche durable. As long as you put the word in front of it, it's okay. Si vous mettez le mot avec, c'est bon. There is no sustainable fishing anywhere. Il n'y a pas de pêche commerciale durable. Because our oceans are dying. Parce que nos océans sont en train de mourir. And if the oceans die, we die. Et si l'océan meurt, nous mourrons. Merci. Thank you very much. Le temps imparti est terminé pour cette conférence. Il y a plus de moules à la braderie de Lille. On a un sujet moule aussi sur le stand pour tout de suite. Donc deux choses vont se passer en simultané. La projection du film du VVF. Est-ce qu'il y a des personnes du VVF? Merci beaucoup, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vous. Et sur le stand de Sea Shepherd, vous pouvez continuer la discussion avec Lamia et Paul. Donc sur le stand, mais restez aussi dans la salle pour la projection avec le VVF.